Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui concerne la statique des solides, à savoir la statique graphique. Alors notre cours s'organisera en 4 parties. On va commencer tout de suite par les problèmes plans qu'on peut traiter graphiquement. On va définir bien évidemment la notion de problème plan. Puis on va aborder l'équilibre des systèmes de solides sous l'effet de 2 glisseurs, c'est-à-dire 2 actions mécaniques extérieures. Puis ensuite, plus tard, on va s'intéresser au système de solides sollicité à 3 glisseurs, c'est-à-dire 3 forces extérieures. Alors pour la 4e partie, on va essayer de récapituler d'une manière formelle la méthode de résolution graphique d'un problème de statique. Alors, dans un premier temps, on définit la notion de problème plan et on va mieux expliquer cette notion à travers l'exemple de la liaison linéaire annulaire. On peut qualifier un problème de statique des solides de problème plan ou bien problème de D si le système étudié est sous l'effet d'actions mécaniques dont la résultante, ou plutôt les résultantes, sont coplanaires, c'est-à-dire elles appartiennent au même plan, et le moment statique ou bien les moments statiques sont perpendiculaires à ce plan. C'est-à-dire à la fin, on va obtenir 3 inconnus statiques, 2 pour la résultante et une seule composante pour le moment statique, à partir d'une modélisation plane. Alors pour mieux expliquer la chose, donc on va exploiter la modélisation de la liaison linéaire annulaire entre la pièce 0, il s'agit d'une pièce fixe, et la pièce 1, elle est mobile par rapport à 0, il y a les 3 rotations et une seule translation suivant Y. Donc ça fait 4 degrés de liberté et du coup on aura 2 inconnus statiques, c'est-à-dire 2 degrés de liaison. Donc après on modélise le torseur statique d'action mécanique de 0 sur la pièce 1. À gauche, on met les composantes de la résultante, x01 suivant x, 0 suivant y et z01 suivant z. Alors là, vous allez remarquer ici, on a un 0 au niveau de la composante suivant y. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une translation suivant y, donc il n'y a aucun effort qui va bloquer cette translation. Donc le solide, elle est libre en translation suivant l'axe y. Par contre, suivant x et suivant z, il y a un blocage. Ça veut dire que le mouvement de translation il n'est pas autorisé suivant x ni suivant z. Après, à droite, on met les composantes du moment statique exprimées au point A de l'action mécanique de 0 sur la pièce 1 et vous allez remarquer ici qu'on a 3 0. Ça veut dire que les 3 rotations sont autorisées autour de AX, AY et autour de AZ. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune composante du moment statique qui va bloquer la rotation autour des, ou bien les rotations autour des trois axes. Donc après, on va essayer de travailler sur un exemple de problème plan. On va supposer qu'on a ici un problème plan et le plan de travail c'est AXY. Donc ce qu'on vous demande c'est de simplifier le torseur statique de l'action mécanique de 0 sur la pièce 1. Donc là je vais exploiter la définition d'un problème plan puisqu'on a dit que la résultante il doit appartenir au plan de travail, c'est-à-dire AXY. Donc il y aura 2 composantes sur X et sur Y et on doit éliminer la 3e composante suivant Z. Après, pour le moment statique, puisqu'on a dit que le moment statique il est porté par la direction perpendiculaire au plan de travail, c'est-à-dire suivant Z. Donc là vous voyez on a ici juste la composante suivant X et on a éliminé la composante suivant Z puisque le plan de travail c'est AXY. Et le moment statique, donc je vais éliminer la première composante et la deuxième composante, par contre je vais garder la 3e composante. Pour le deuxième cas de figure, le travail c'est AYZ.
Donc de la même façon, donc on a dit que la résultante elle doit appartenir au plan de travail, c'est-à-dire A, Y, Z. Donc je dois garder la composante suivant Y et la composante suivant Z pour la résultante. Pour le moment statique, on a dit qu'il est porté par la direction perpendiculaire au plan de travail. Donc, du coup, vous avez remarqué ici qu'on va éliminer la première composante suivant X. On doit garder la composante sur Y et sur Z. Par contre, le moment statique, on doit garder juste la première composante, c'est-à-dire la composante suivant X. Alors pour le troisième cas, le plan de travail c'est AXZ. Donc du coup, la résultante, il appartient au plan AXZ et le moment statique, il est porté par Y. Et après, on garde la première composante, la troisième composante pour la résultante. Pour le moment, on doit garder juste la deuxième composante, c'est-à-dire suivant Y. Comme vous pouvez le constater, l'illustration fil rouge de ce cours, il s'agit d'un cric hydraulique qui permet de soulever une voiture afin de réaliser des opérations de maintenance. Alors avant de commencer cette deuxième partie concerne les systèmes soumis à deux glisseurs, on va expliquer brièvement le fonctionnement du cric hydraulique. Il est composé déjà par une tige de manœuvre. Le mouvement de va-et-vient de la tige de manœuvre, ça va augmenter la pression au niveau du bloc hydraulique en bleu, qui est composé par un réservoir d'huile, un système de pompage manuel et un vérin hydraulique. L'augmentation de la pression, ça va pousser la tige vers l'avant et en liaison pivot avec le bras de levage. Le bras de levage aussi, il est en liaison pivot avec le bâti. Et il a une troisième articulation avec la solette. La solette aussi, qui est en mouvement de translation circulaire, qui reste toujours horizontale par rapport au châssis de la voiture. Donc comme vous voyez sur l'animation, il y a une pièce en noir, ce qu'on appelle une biellette. Il a deux articulations. La première avec la solette grise et la deuxième articulation, c'est-à-dire une liaison pivot avec le bâti. Alors dans cette partie, on va isoler la pièce numéro 2. Il s'agit d'une biellette articulée au point F avec la solette 1 et au point C avec le bâti. Sachant que le 0 c'est le bâti, la 2 c'est la biellette, la 3 c'est le bras de levage, la 1 c'est la solette, la pièce numéro 4 ou bien le bloc 4 en bleu, ça représente le vérin hydraulique, le système de pompage, c'est-à-dire la pompe manuelle et le réservoir d'huile. Après isolement de la pièce numéro 2, on identifie les actions mécaniques ou bien le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur cette pièce. Il y en a deux. Il y a l'action mécanique de 1 sur 2 au point F et l'action mécanique du bâti 0 au point C. Donc puisque là j'ai deux actions mécaniques extérieures, deux points d'application au point F et au point C, pour que la pièce numéro 2 reste en équilibre, il faut que les deux forces aient la même direction, la même norme et de sens opposé. C'est-à-dire l'effort appliqué par 1 sur 2 et l'effort appliqué par 0 sur 2, sachant que 1 c'est la sellette, c'est-à-dire cette pièce qui est en contact direct avec le châssis de la voiture, et le 0 c'est le flasque ou bien le châssis du cric hydraulique. La conclusion qu'on peut faire, c'est que lorsqu'un solide est soumis à deux actions mécaniques extérieures, ces deux actions ils sont opposées, soit entrantes soit sortantes, avec bien sûr la même direction et avec la même norme. Dans cette troisième partie, on va commencer par l'isolement de la pièce 1, d'accord? Comme vous voyez ici sur le schéma, donc il y a trois actions mécaniques. La première appliquée par le châssis sur la pièce 1, la deuxième au point E par le bras de levage numéro 3 et la troisième action mécanique appliquée par la biellette numéro 2 au point F. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ce que vous avez ici en gris, c'est la sellette, en rouge le bras de levage 3 et en noir
la biellette. Les points d'application, il y a le premier point d'application ici, de l'action mécanique du châssis sur la pièce 1. Au point E et au point F, il y a l'action mécanique de la biellette sur la sellette numéro 1. Donc après, on va donner la méthode de résolution graphique dans le cas où le solide est soumis à 3 glisseurs. Dans notre cas, il y a 3 actions mécaniques. L'effort connu, c'est l'effort appliqué par le châssis sur la pièce 1 au point d'application G. Donc il nous reste à déterminer la norme, le sens et la direction de l'effort appliqué au point E et de l'effort appliqué au point F. Alors la première étape consiste à tracer la direction de l'effort appliqué par 2 sur la pièce 1 ou bien la direction de l'effort appliqué par 3 sur la pièce 1. Ce qu'on peut en déduire facilement, c'est l'effort appliqué par 2 sur la pièce 1. Pourquoi? Parce que la biellette, elle est soumise à 2 actions mécaniques au point F et au point C. Et pour avoir l'équilibre de la pièce numéro 2, il faut que les deux forces aient la même direction, passant par les 2 points F et C. Donc du coup, la direction de l'effort appliqué par 2 sur la pièce 1 doit passer nécessairement par le point C et le point F. Et après, je vais tracer cette direction. Bien sûr, on doit garder la même orientation parallèle avec la première droite, la première direction. Donc après, on passe à la deuxième étape. Elle consiste à prolonger la direction de l'effort appliqué par le châssis sur la pièce 1. Et après, on aura ici un point d'intersection J. Après, on va tracer la troisième direction de l'effort appliqué par 3 sur la pièce 1, passant par le point d'application E et le point d'intersection J. Donc là, il nous reste à tracer le triangle des forces. Comment? On va exploiter la direction, le sens et la norme de l'effort appliqué par le châssis sur la pièce 1. Après, je vais tracer la direction de l'effort appliqué par 2 sur la pièce 1. Et finalement, la troisième direction de l'effort appliqué par 3 sur la pièce numéro 1. Et finalement, là, ce que vous avez remarqué, on a ici un triangle. Il est formé, bien évidemment, par les 3 forces, l'effort appliqué par le châssis sur la pièce 1, 2 sur la pièce 1 et le bras de levain, c'est-à-dire la pièce 3 sur la pièce 1. Ce qu'on appelle le triangle des forces. Et puisqu'on a déjà l'échelle, donc on peut en déduire au niveau de l'étape numéro 5 l'effort appliqué par 3 sur 1. On mesure tout simplement cette distance. On trouve 3,7 cm, ce qui équivaut à 2590 décanewtons. Bien sûr, on a utilisé l'échelle donnée par le problème. Après, pour la sixième étape, elle consiste à vérifier le critère du cahier de charge, s'il est vérifié ou non. Alors pour la quatrième partie, on va donner la méthode de résolution graphique d'un problème de statique. On va suivre les étapes suivantes. On va commencer tout d'abord par tracer la donnée, c'est-à-dire ce qu'on connaît déjà comme résultante, sachant que la résultante elle a sa direction, le sens et la norme. Puis on doit connaître aussi une deuxième direction. Donc par la suite, au niveau de la deuxième étape, où il faut définir le point d'intersection J, c'est-à-dire on va prolonger la direction de la résultante donnée et la direction de la deuxième action mécanique. Après, au niveau de la troisième étape, on doit tracer la troisième direction, passant par le point d'application et le point d'intersection J. Pour la quatrième étape, on doit réaliser le triangle ou bien la sommation vectorielle. Elle est traduite géométriquement par un triangle formé par les trois forces. Et à la fin, on va exploiter l'échelle pour en déduire la norme des forces au niveau du triangle. Donc par exemple ici, dans notre cas ici, donc on a comme donné l'effort appliqué par le châssis sur la pièce 1, on peut en déduire la norme de l'effort appliqué par 2 sur 1, 3 sur 1 aussi. Au niveau de l'étape numéro 6, on doit valider ou bien vérifier le critère du cahier de charge. Est-ce qu'il est vérifié ou non? Voilà, donc ça fait 6 étapes à retenir. Bien évidemment, dans le cas où on a les 3 directions concurrentes. Dans le cas où il y a des directions qui sont parallèles,
Donc là, on va opter pour le TMS ou bien le théorème du moment statique. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.